À toutes et tous, je me présente, donc Claude Benoît, je suis directeur du club des entreprises. Et en premier lieu, je pense qu'il est important à l'ère actuelle, dans l'environnement dans lequel nous sommes, eh bien, nous espérons et nous souhaitons que vous alliez tous bien. Quand je dis vous, c'est à la fois vous qui êtes là et puis tous vos proches, bien évidemment. Quand je dis le nous, il s'agit bien sûr de toute l'équipe du club des entreprises de Grenoble et de son président Charles Marcolin. Je vais répéter ce que tout le monde sait, mais nous vivons actuellement une double crise, une crise sanitaire, et nous souhaitons bien sûr que nous retrouvions tous très rapidement en pleine forme, et puis une crise économique, puisque, vous le savez, moins 6% de PIB au premier trimestre, et puis un avenir, ou en tout cas un regard sur l'avenir incertain. Donc, ça nous a obligés tous et toutes et tous à modifier nos vies professionnelles, personnelles et professionnelles, à adapter les procédures et à vivre de manière tout à fait différente et donc de prendre des mesures qui sont tout à fait contraignantes pour tout le monde. Donc, sans céder, je dirais, au au pessimisme ambiant, je crois que le club des entreprises de Grenoble a voulu eh bien, conserver le lien entre nous et organiser ce lien au travers d'outils nouveaux que nous allons utiliser jusqu'à ce que le confinement, on espère que ce ne sera pas trop long, eh bien, cesse. En premier lieu, vous avez pu lire dans nos précédents messages, nous vous proposons quotidiennement de découvrir un livre coup de cœur. Ce livre coup de cœur traite à la fois des métiers, bien sûr, des entreprises, en passant par le management, la stratégie commerciale, le marketing notamment. Et vous retrouvez ces livres, si vous souhaitez les lire, parce que pour nous, ça a été un coup de cœur, eh bien, vous les retrouvez sur notre site ou sur notre page LinkedIn. Eh bien, aussi, deuxième point, en attendant bien sûr de pouvoir revivre dans les locaux des IUT des conférences qui nous permettent d'échanger de manière plus conviviale, en tout cas, eh bien, nous avons mis au point et nous avons programmé un cycle de conférences, de web-conférences. C'est aujourd'hui la première et nous remercions Monsieur Kevin Gallo de sa participation et de son intervention en tant qu'expert en réputation. Et vous verrez, il nous expliquera quels sont les mécanismes de crise en e-réputation, les différentes méthodes de veille, les processus à mettre en œuvre et quelques cas de gestion de crise récents. C'est un thème qui nous a paru très pertinent eu égard à notre environnement actuel. Et puis nous avons prévu de manière hebdomadaire, chaque jeudi matin à 11 heures, des interventions sur différents thèmes et nous poursuivrons jusqu'à ce que le confinement cesse. Jeudi 16 avril, par exemple, l'incroyable percée technologique de la Chine par M. Marc Ménardi, chef d'entreprise et qui accompagne les entreprises vers ce pays. Le jeudi 23 avril, comment valoriser sa marque employeur avec M. Eric Ojog, qui est ancien DRH et qui accompagne les entreprises de direction générale et pour les DRH. Et puis le troisième, jeudi 30 avril, l'écoute client au service de la performance avec M. Tristan Marin, qui est spécialiste de business développement et d'intelligence artificielle. On s'est arrêté pour la programmation au jeudi 30 avril, mais bien évidemment, en fonction des circonstances et de l'allongement éventuel du confinement, nous continuerions. Autrement, nous organiserions des conférences en invitant, si c'est possible, tout le monde de façon à échanger de manière plus agréable. En tout cas, vous savez aussi que vous avez peut-être remarqué que vous avez questions-réponses sur votre écran et que vous pouvez, tout au long de l'exposé de M. Kevin Gallo, poser des questions et notre conférencier répondra à la fin à toutes vos questions. Eh bien, pour conclure, parce que je ne vais pas être trop long, parce que vous attendez tous, bien sûr, l'intervention de M. Kevin Gallo, je remercie encore, bien sûr, toutes et toutes de votre présence, en souhaitant que nous retrouvions aussi nombreux, voire plus nombreux, lors des autres conférences qui auront lieu prochainement, je rappelle, de manière hebdomadaire, tous les jeudis matins à 11 heures. Et bien évidemment, prenez soin de vous et je vous souhaite bien sûr nous vous souhaitons
bien sûr, une bonne webconférence. À bientôt en tout cas et bonne santé encore. Au revoir. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, merci de me le faire savoir. Est-ce que vous voyez mon écran? A priori, on vous entend, ça a l'air d'aller. Parfait. Ouais, je vais attaquer du coup. Alors, merci pour votre invitation tout d'abord. Ça me donne l'occasion de présenter un peu mon métier. Alors, pour commencer, très rapidement, juste pour me présenter en quelques mots. Donc moi, je suis un ancien consultant fonctionnel chez Digimind, qui est un éditeur logiciel de veille stratégique qui est basé à Grenoble historiquement. Après un bref passage chez eux, j'ai souhaité monter ma propre activité, donc qui est Altiveille, qui est spécialisée à la base dans la veille stratégique pour les PME. Et depuis 4 ans environ, j'ai pris un virage sur l'e-réputation, qui est un domaine vraiment passionnant, comme vous le verrez tout à l'heure. Et par ailleurs, je donne quelques interventions dans des écoles du coin. Alors, pour essayer de dégrossir un petit peu le sujet, je vais essayer de vous donner quelques définitions. On ne va pas y passer très longtemps. Alors, la première, c'est la définition de la crise. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la crise, on la vit tous un petit peu. On voit tous comment dire, les aspects matériels de ce que ça peut être. Donc, globalement, on va la définir comme un moment très difficile dans la vie d'une entreprise. Si on parle de l'e-réputation, alors ça va être plutôt l'opinion commune du web, enfin des internautes, que vont se faire les internautes sur une entité. Alors, ça peut être une marque, une entreprise, une personne. Ça peut être basé sur des faits réels ou sur des faits imaginaires. Donc tout ça, on aura l'occasion de dégrossir un peu plus tard. Et si on fait une définition de la crise e-réputation, donc globalement, c'est un événement qui est, ça va être des atteintes qui vont être attendues ou pas, très rapides, souvent violentes à l'égard d'une personne ou d'une entreprise. Donc là, j'aurai l'occasion de vous montrer 2 cas très précis sur l'un de mes clients. Ça a des impacts assez violents sur la visibilité d'une marque. Alors, je vais commencer par une brève citation de Jeff Bezos qui nous résume assez bien la situation. Alors, globalement, il nous dit que dans le monde réel, si on rend des clients pas contents, enfin mécontents, ils vont en parler à 6 de leurs amis. Si, sur Internet, la grosse problématique, et ce qui nous définit dans cette définition, enfin cette citation, il nous définit ce qu'on appelle la viralité. Donc, en gros, il nous dit que sur Internet, des clients mécontents peuvent parler à 6000 personnes très rapidement, très simplement. Je vais prendre une stat que vous avez peut-être en tête. En moyenne, en France, on a entre 150 et 170 amis sur Facebook. C'est une moyenne, bien entendu. Il y a beaucoup de personnes qui en ont beaucoup plus, d'autres qui en ont moins également. Donc, si vous postez quelque chose de négatif à l'égard d'une personne ou d'une entreprise, si une personne vous reprend ou partage ce que vous avez posté, globalement, vous avez 170 personnes fois 2, moins les contacts communs, et ainsi de suite. Donc, ça peut aller extrêmement vite. C'est tout l'enjeu en fait de la réputation sur le net aujourd'hui, c'est cette notion de viralité. Alors globalement, qu'est-ce qui peut se passer pour une entreprise? En une cartographie ici, vous avez à l'écran des incidents qu'on peut avoir autour de 3 types de manipulation. On peut avoir de la manipulation de l'information, la manipulation de l'identité, les manipulations techniques. On ne va pas rentrer dans le détail sur la manipulation technique, mais globalement, c'est tout ce que vous pouvez avoir de négatif sur une marque. Ça va de l'avis négatif à un article de presse à charge, des rumeurs, des attaques de déstabilisation de concurrents ou éventuellement d'organismes paternalialistes, par exemple. Les auteurs, ça va aller de l'internaute lambda, comme vous et moi, avec très peu d'influence sur le net, je ne sais pas, peut-être 50 followers sur Twitter typiquement, jusqu'à un leader d'opinion indépendant ou affilié qu'on va rémunérer pour parler d'une marque. Et entre les deux, en fait, on va avoir tout un tas de collectifs qui peuvent se créer, des collectifs d'usagers, des consommateurs mécontents, des clients mécontents d'une prestation ou d'un service. Et en fait, ça va donner lieu à pas mal d'impacts pour les entreprises. Alors, ça va aller du déficit d'image à la désorganisation totale de l'entreprise, des pertes financières éventuellement via le chiffre d'affaires, la valorisation boursière, ou des pertes de données également, des données internes de l'entreprise. Donc là, ici, vous avez un panel assez large en fait de ce qui peut se passer. Alors, on me dit qu'on ne voit pas mon écran. Est-ce que là, ça va mieux?
Parfait. Bon, désolé pour le petit incident. Bon, vous aurez du coup les slides, je ne vais pas revenir dessus pour essayer d'avancer un peu. Donc ici, vous avez cette cartographie avec donc les 3 types de manipulation, comme je vous le disais, en plein milieu, les auteurs sur la gauche et les impacts sur l'entreprise à droite. Alors, on va essayer de comprendre la mécanique en fait, d'un bad buzz sur Internet, ce qu'on appelle communément un bad buzz. Alors, au tout départ, vous avez un événement déclencheur. Donc, ça peut être des faits qui sont avérés ou pas, une malfaçon sur un produit, je sais pas, des détournements de fonds, des pratiques managériales douteuses. Ça peut être également non avéré. Ça peut être également des rumeurs qui sont lancées par des entités qui veulent déstabiliser l'entreprise. À tous les niveaux, ça peut être une toute petite boîte comme un restaurant ou un hôtel jusqu'à des grands groupes internationaux mondiaux. Ça peut être également des éléments extérieurs qui peuvent impacter la réputation, une modification législative, l'interdiction de vendre des produits pour X ou Y raison, des articles de presse à charge, comme je vous disais tout à l'heure, des trolls qui vont aller sur les pages Facebook des entreprises pour disséminer des messages négatifs. Ça peut également venir de l'intérieur, des salariés qui ne sont pas contents, des campagnes de dénigrement interne, des syndicats également qui vont émettre des informations potentiellement négatives. Donc ça peut être, vous avez cet élément déclencheur qui peut venir d'à peu près, de pas mal de vecteurs différents. Alors ici, vous avez la courbe de vie d'un bad buzz. Alors pour faire simple, on va avoir 3 grandes phases. La phase, tout début, ce qu'on va avoir, ce qu'on appelle des signaux faibles. Ça va être des éléments qui, pris indépendamment les uns des autres, n'ont pas forcément beaucoup de sens et n'ont pas forcément d'impact sur l'entreprise. Après, vous avez une mécanique d'alerte. Qu'est-ce qui se passe? C'est, par exemple, un article du Canard enchaîné qui vise une entreprise en particulier. Cet article va donner lieu à des partages, à une espèce de réaction, un effet boule de neige sur les réseaux sociaux, avec une montée en charge très très forte au tout début, sur les premières heures ou les premiers jours de la crise. Une phase un peu de stagnation, on va avoir des discussions qui vont s'opérer sur les réseaux sociaux, des partages, des déformations d'informations également, des entités qui peuvent prendre des informations de manière parcellaire pour les partager et véhiculer leurs propres idées via ça. Et une baisse en gros du volume de mentions qui peuvent avoir une atteinte sur l'entreprise, jusqu'à un retour à la normale qui peut être plus ou moins long. Alors là, j'aurai 2 cas à vous montrer tout à l'heure, un cas où ça va s'étaler sur 2 mois et un cas où ça va être terminé en 3 jours. Alors, globalement, qu'est-ce qui est important de garder en tête? Je suis désolé, vous avez les petites pastilles qui sont un peu écrasées ici, je ne sais pas pourquoi. Bref, peu importe. Vous avez ce qu'on appelle des émetteurs primaires, des sources primaires, des sources secondaires. Les sources primaires, ça va être des émissions d'informations via des sources comme un site d'entreprise. En gros, c'est l'information de départ. Un blogueur qui peut émettre un article à charge ou parler d'une situation économique, financière de l'entreprise, peu importe. Donc cette partie-là, on va avoir ici, on va trouver des sources très peu visibles, avec des forums de discussion fermés, d'informations de terrain, d'événements, d'informations qui n'a pas forcément vocation à être diffusées auprès du grand public. Ensuite, on va retrouver des sites à plus forte visibilité, donc par exemple les sites corporate institutionnels d'entreprises ou d'organisations syndicales, des ONG, ça peut être des associations, ce genre de choses. Et ensuite, on va avoir toutes les sources secondaires où là, on va avoir une mécanique plutôt de diffusion d'informations primaires qui apparaît ici, sur des éléments à plus forte audience. Donc, ça peut être de la presse locale, de la presse nationale, la radio, la télé, bien entendu. Alors, ce qui est intéressant de noter, en fait, ce qui est important de noter plutôt, c'est que les réseaux sociaux en fait, vont intervenir à tous les niveaux. Ils peuvent être autant des sources primaires que des sources secondaires. Je m'explique, vous pouvez avoir un client mécontent sur sa page Facebook où il va avoir 30 personnes qui vont le suivre et qui va émettre des avis négatifs de façon répétée sur une entreprise, comme également des personnes qui vont réagir à un reportage qui peut passer à la télé, qui vont entretenir la discussion, en fait, toute la partie négative sur cet événement qui vous a impacté. Alors, on va avoir cet élément déclencheur qui va apparaître en général sur des environnements à faible écoute. Et vous allez avoir les réseaux sociaux qui vont amplifier ce phénomène ou être acteurs de ce phénomène à tous les niveaux de l'échelle temporelle.
L'idée, en fait, c'est que quand vous avez une problématique qui se passe dans des sources très peu visibles, en bas à gauche du graphique, c'est ici qu'on peut avoir un effet, enfin la possibilité, en gros, d'intervenir. Une fois que ça va passer sur des médias à plus forte audience, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et en général, vous allez avoir au départ une étincelle pour terminer sur un feu d'artifice. Et là, tout à l'heure, je vous montrerai deux cas on peut très facilement mesurer les impacts du feu d'artifice. On va en parler justement maintenant. Ici, j'ai deux exemples. Donc là, on a deux crises qui ont lieu dans le secteur assurantiel. C'est un de mes gros clients. Alors pour vous décrire un petit peu le tableau sans trop rentrer dans les détails, mon client est un très grand groupe mutualiste qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc qui n'a pas vocation à avoir qui n'a pas de but lucratif, mais il a des objectifs de bonne gestion en fait des cotisations de ses assurés. Donc, il intervient sur plusieurs métiers, donc la prévoyance, la retraite complémentaire ou éventuellement via les organismes paritaires pour la gestion des retraites complémentaires. Ça peut être également l'assurance santé. Et donc, en fait, il est sur tous ces domaines. Alors, on est en 2019, il n'y a pas très longtemps. C'est une très belle année pour mon client en termes de visibilité sur le net. On a beaucoup de mentions positives, toutes les actions de soutien associatif qu'il peut faire de son côté, d'engagement sociétal, de soutien des fondations ou autres qui sont très très bien relayées sur les réseaux sociaux. Donc, il donne vraiment une belle image de l'entreprise et de sa gestion, enfin du moins de ses impacts économiques et en termes de RSE, on va dire. Au-delà de ça, on a donc la réforme des retraites qui est en cours, donc avec tout l'effet médiatique qu'on a pu avoir autour de cette réforme qui n'a pas été très bien accueillie par le grand public. Et on a deux crises en fait qui sont pendantes en fait chez mon client. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, juste pour que vous ayez des ordres de grandeur en tête, pour une année, on va dire normale chez mon client, c'est entre 35 et 40 000 mentions par an sur le web. Alors une mention, qu'est-ce que c'est ? C'est un commentaire sur Facebook, un tweet, un article de presse. Là, on est vraiment sur de la volumétrie, bête et méchante, mais qui va nous donner une indication très importante en termes de crise tout à l'heure, vous allez voir. En moyenne, on a environ 3 000 mentions par mois. Donc, je vous demanderai de bien retenir ce chiffre, 3 000 mentions par mois en moyenne. Le taux de mention négative est de 4%. Donc, ça veut dire que dans 4% des cas, on va avoir des mentions négatives de la part d'assurés mécontents des remboursements, des syndicalistes qui peuvent avoir une mauvaise vision en fait, du management en interne. Je ne suis pas là pour juger, hein, ce n'est pas le but, je vous donne des éléments factuels. Et 80% de mentions issues de Twitter et de Facebook. Donc, en gros, dans 80% des cas, mon client est cité sur Twitter et Facebook. Alors, on a deux crises, comme je vous le disais tout à l'heure, avec deux éléments déclencheurs bien distincts. Alors, le premier élément, c'est un soupçon, en gros, de conflit d'intérêts entre le secteur financier et le gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'affaire BlackRock, ce gestionnaire d'actifs qui a été soupçonné par beaucoup de médias et des organisations altermondialistes d'avoir financé en fait la réforme des retraites pour son propre bénéfice, savoir vendre des prestations de retraite supplémentaires ou complémentaires d'épargne auprès du grand public. Donc là, en l'occurrence, mon client a été cité dans le cadre de cette affaire-là. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais moi, j'ai la vision du client parce qu'on a bien travaillé ces éléments-là de notre côté, et effectivement, ce n'est pas le cas. Et en fait, on a une espèce d'amalgame qui est fait entre un groupe mutualiste comme mon client et des entreprises à but lucratif et privé comme je sais pas, AXA, par exemple, ou Allianz, ou encore BlackRock, qui est un gestionnaire d'actifs qui a vocation plutôt privée. Et deuxième buzz négatif qu'a subi mon client, c'est une collaboration avec une agence de communication qui est en fait une filiale d'une grande agence de presse française qui a été en gros dénigrée de par le fait qu'elle a en fait émis des campagnes privées, enfin campagnes publicitaires payantes, et ça ne va pas dans le sens de la déontologie journalistique de faire ce genre de prestations. Alors si je vous fais la timeline le déroulé temporel de la crise sur la réforme des retraites, on a au tout départ l'élément déclencheur, un article de presse alternative, donc un média qui est autofinancé, qui va émettre un article en disant que mon client a financé une association qui appartient en gros à un membre du gouvernement qui a porté la réforme des retraites. Donc, suite à cela, on a une énorme résonance auprès des réseaux sociaux, donc sur la phase de courbe de gestion de crise qu'on a vu tout à l'heure, avec une amplification de
de la reprise de cet article de presse auprès des lecteurs habitués au tout départ de ce média-là, et une résonance auprès du grand public qui va en fait impacter très négativement la réputation du client. On va ensuite avoir une résonance auprès de mouvements proches des mouvements des Gilets jaunes, des syndicalistes, des membres de l'extrême gauche, qui vont relayer l'information et la déformer également, par ailleurs, donc en tirant en fait simplement ce qui, entre guillemets, les arrange pour faire valoir en fait leur position à eux. On va ensuite avoir une note d'analyse qui a été publiée dans la foulée de tout ça d'Attaque, qui est une association altermondialiste, avec par la suite une radicalisation des propos de toutes les personnes qui ont pu reprendre en fait l'information, toutes les personnes qui sont plutôt proches des convictions de cette association, avec énormément de répliques tout au long de la période qui a suivi. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais globalement, la crise a duré 2 mois. Alors, vous allez voir une courbe tout à l'heure qui sera un peu plus explicite. Juste là. Donc la courbe ici, c'est les volumes de mentions qui mentionnent mon client dans le cadre de cette affaire-là. Donc ici, en fait, on va se rendre compte que l'article de presse a donné lieu à un pic d'activité à hauteur de plus de 6000 mentions sur une seule journée. Et tout à l'heure, je vous disais que mon client était cité en moyenne 3000 fois par mois. Donc là, on a 6000 mentions en une seule journée, ce qui est relativement énorme et du jamais vu en fait pour cette entreprise. On a cet effet, comme je vous le disais tout à l'heure, d'amplification sur les réseaux sociaux avec ce qu'on appelle une longue traîne qui arrive très rapidement, en quelques jours, et on a un regain d'activité au moment où l'association Attaque publie une note d'analyse des impacts en fait, de la réforme des retraites auprès du secteur assurantiel dans le domaine de la retraite. Alors, je vais attirer votre attention sur cette stat-là qui est juste ici. Donc, on a au total 14 500 mentions étalées sur 2 mois, qui mentionnent mon client dans ce cadre négatif-là. Et on a plus de 7000 sources uniques. Donc, une source unique, c'est une entité qui va reprendre l'information une fois. Donc, en gros, pour faire simple, on a environ 2 mentions par source. Si on arrondit juste le chiffre. Donc, c'est-à-dire qu'on a des internautes qui sont engagés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste prendre l'information une fois et la diffuser. On va avoir cet effet d'engagement en fait, autour de cette cause. Donc, le deuxième buzz négatif dont je vous parlais, c'est en lien avec l'agence de communication. Et là, en fait, on va voir que les stats sont un peu similaires, dans une moindre mesure. On va avoir, pour le coup, un peu plus de 1000 mentions sur une seule journée, ce qui, pareil, est relativement énorme pour mon client. Et donc, à la base, on a un article du Canard enchaîné qui est publié le 1er janvier et un tweet qui a été repris plus de 1000 fois, en fait, citant mon client. Donc là, l'impact, si vous voyez sur la droite, on retrouve en fait le ratio en fait, de mentions par source, et on a une mention par source. Donc, c'est-à-dire que les internautes sont peu engagés. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pris l'information une fois et ils sont passés à autre chose. Et le buzz négatif, vous voyez cette longue traîne qui atteint en 3 jours, pour faire simple, avec plus de résonance du tout. Et si on tirait la courbe 2-3 mois après, on n'aurait quasiment aucune résonance. Donc là, on est sur un buzz très sporadique, entre guillemets, avec une atteinte très rapide, mais qui s'estompe très rapidement également. Si on regarde globalement comment sont réparties les mentions sur tous ces canaux de communication qu'on peut identifier sur le net, on va se rendre compte que 98% des mentions ont été émises sur Twitter, ce qui est relativement énorme, mais en même temps, c'est le canal de communication privilégié par toutes les mouvances que je décrivais tout à l'heure, les Gilets jaunes, les syndicalistes, les altermondialistes, le grand public également qui a repris l'information, outre Facebook, qui était pris dans une très, très moindre mesure. L'information a été reprise dans une très moindre mesure sur Facebook. Et on n'a quasiment aucune publication sur des médias de grande écoute, type presse nationale ou presse locale avec une forte audience. Donc en gros, là, on a affaire vraiment à un buzz sur les réseaux sociaux avec à la base 1 ou 2 articles de presse négatifs. Si on regarde les concepts clés en fait, associés à l'entreprise à ce moment-là, on va retrouver en fait grosso modo des concepts clés qui véhiculent des idées négatives en lien avec la réforme des retraites, avec la porte-parole de la France Insoumise, Julie Garnier, par exemple, le gouvernement du Qatar qui n'a pas forcément très bonne presse sur le net. Et en fait, on va faire une espèce de mix autour de
de mon client, ce qui n'est pas forcément ultra représentatif en fait de sa position sur l'affaire. Si on analyse en fait les sous-ensembles de mentions négatives, on va retrouver en fait 3 grands thèmes. Alors, les petits smileys, c'est les mentions de mon client que j'ai masquées pour garder un minimum d'anonymat. Les sous-ensembles qu'on a identifiés, ça va être le financement de l'association que je vous décrivais tout à l'heure, la citation de l'article d'origine qui a repris l'information, à savoir que, alors je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais en fait, mon client a effectivement financé l'association en question, mais c'est dans le cadre en fait, de la sauvegarde du patrimoine. Le membre du gouvernement qui a été incriminé a été en fait président de l'association quelques années après en fait, le financement effectif de l'association. Mon client finance ce genre d'initiative pour la sauvegarde du patrimoine français. Et donc pour le coup, l'information n'était pas juste au départ. Si on regarde les réseaux d'influence, donc là, en gros, vous voyez plein cette espèce de toile que vous voyez ici. En fait, ça, c'est des choses que je vais analyser de mon côté pour essayer de comprendre en fait, comment c'est diffusé l'information, essayer de comprendre quelles sont les poches de personnes qui reprennent l'information et quels sont les hashtags qui vont mettre en valeur en fait, sur Twitter, vu qu'on est, comme je disais tout à l'heure, à 98% cités sur Twitter dans ce cadre-là. Donc ici, on va retrouver, grosso modo, des amalgames avec, par exemple, le gestionnaire d'actifs BlackRock, la réforme des retraites, bien entendu, qui est bien visible, grève générale, parce qu'on a eu toute la problématique des grèves liées en plus à la réforme des retraites, les gilets jaunes, des conflits d'intérêts. Donc tout ça, vous voyez, des termes relativement négatifs pour une entreprise qui, à la base, n'est pas citée négativement. Si on regarde les influenceurs qui ont mentionné l'entreprise de façon assez marquée, on va retrouver des politiques pour le coup, des journalistes à forte audience, des membres de l'association Attac, que je vous décrivais tout à l'heure, l'association Anticor également, qui va chercher à essayer de comprendre si il y a des soupçons de corruption entre le gouvernement et le secteur privé. Donc là, en l'occurrence, il n'y avait pas de sujet, entre guillemets, puisque ce n'est pas le cas. On va retrouver en fait tout un tas d'influenceurs qui vont qui vont véhiculer des informations plutôt négatives. Si on analyse en fait ce qui s'est passé, grosso modo, en fait, il y a très peu de grand public qui a été touché par toutes ces mentions-là. En fait, on va retrouver dans l'audience de ces influenceurs des gens qui sont déjà convertis en fait à leur positionnement. Ce qui veut dire qu'ils sont enfermés dans une espèce de bulle informationnelle où ils vont en fait renforcer leur conviction à un instant T, mais qui vont surtout ne pas diffuser l'information de façon assez visible ou du moins auprès du grand public sur le net. Alors, quelle a été la réponse de mon client dans ce cadre-là? Pour eux, il n'y avait pas de sujet, donc pas de réponse. L'objectif, c'était de ne pas prendre, en tout cas, de ne pas prendre parti en se disant que s'il se défendait, il avait peur que les gens pensent qu'il y avait quelque chose à se reprocher. Donc, il a préféré ne rien dire et laisser les choses se tarir d'elles-mêmes, ce qui a été le cas au final. Donc, en fait, il y a une simple communication qui a été faite à l'égard des directions régionales de l'entreprise, avec une reprise d'éléments factuels pour expliquer, grosso modo, pourquoi l'entreprise avait travaillé avec l'agence de communication qui est controversée, pourquoi, effectivement, l'entreprise avait financé une association de défense du patrimoine, de sauvegarde du patrimoine, et que le membre du gouvernement qui a été incriminé expliquait qu'en fait, il arrivait après le financement, donc en fait, il n'y a pas de collusion ou pas de soupçons à avoir à ce niveau-là. L'idée, c'était de rassurer les administrateurs et également les assurés. Alors, en cas de récidive, par contre, si le buzz venait à perdurer avec de nouvelles attaques, il y avait une problématique de préparation en fait, de tout ça, avec des communiqués de presse, une prise de position qui était prête à être prise de façon ouverte pour justement se défendre. Alors, quel process à mettre en place sur ce genre de problématique? Le maître mot, c'est anticipation. Là, actuellement, la crise qu'on est en train de vivre avec le coronavirus, mon client l'a préparé très rapidement avant qu'il y ait les annonces de confinement de la part du gouvernement. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, de se positionner en période de calme. Donc en gros, tout va bien, tant mieux si tout va bien. L'idée, c'est justement de préparer une période qui pourrait être un peu plus tourmentée. Donc avec un état de la présence en ligne, où est-ce qu'on est cité? Sur quel vecteur de communication? Est-ce qu'on a beaucoup d'avis, par exemple, sur les
Google? Est-ce qu'on est cité sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur d'autres plateformes? Essayer d'anticiper en fait, notre visibilité, enfin, de comprendre notre visibilité à un instant T. On va essayer d'identifier les risques actuels et ceux à venir. Alors ça, je sais que ce n'est pas forcément très simple, mais globalement, moi, dans la majeure partie des cas de gestion de crise qu'on a à faire en entreprise, on a les éléments en fait, avant que la crise arrive. Un salarié mécontent qui se fait licencier, des syndicalistes qui préparent des actions de dénigrement de l'entreprise ou de la direction. Ça peut être des problématiques identifiées en interne sur le fonctionnement je sais pas, d'un process ou un produit qui est défectueux. Les éléments, on les a en fait en amont. Ce qui est important de se dire, c'est si on les a, comment on va quels sont les process qu'on va mettre en place pour éviter les problèmes. Et ensuite, on va préparer les actions. Alors, l'idée, c'est de répartir les rôles, savoir qui fait quoi, à quel moment et dans quel ordre. Ça paraît basique, en fait, ce que je vous dis là, mais c'est des problématiques qu'il ne faut pas avoir à se poser en fait, en situation de crise. Alors, qui est-ce qu'on doit surveiller? Globalement, vous avez 3 types de parties prenantes. Les parties prenantes internes. Alors, surveiller, quand je dis surveiller, c'est en gros essayer de comprendre quels sont les messages qui sont émis. L'idée, ce n'est pas de surveiller vos salariés ou des syndicalistes. Ce n'est pas l'objectif. Surtout qu'il y a des problématiques légales en fait, à ça. L'idée, c'est de surveiller les messages de ces personnes-là sur des environnements publics, donc sur les réseaux sociaux ou les plateformes d'avis, par exemple, des plateformes comme Glassdoor où on va noter en fait, les employeurs et essayer de surveiller tout ça pour éviter d'avoir des problèmes. On va avoir toutes les parties prenantes intermédiaires, donc les patients d'une société, les clients, tout ce qui va être partenaires, fournisseurs, etc., etc. Et ensuite, toutes les parties prenantes externes, là où en fait, on va avoir un peu plus de mal parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses. Et la difficulté, c'est de les surveiller de façon assez exhaustive. Alors, une fois qu'on a la crise, l'idée, c'est que le process de veille va alerter. Il va détecter en fait l'anomalie et on va pouvoir mettre en place ensuite tous les process qui ont été préparés en amont. Donc ça va être vraiment au cœur du moment. La veille va entrer en jeu au moment de l'alerte en fait, au tout début de process de bad buzz. Alors, on va tout d'abord essayer de garder son calme, mesurer les impacts potentiels, la portée des messages. C'est sûr que si vous êtes cité par exemple sur des comptes Twitter où vous avez 20 followers, ça a un peu moins d'impact que si vous avez un article dans Le Monde. Parce que vous n'avez pas la même audience, vous n'avez pas la même typologie de personnes ensuite qui vont reprendre l'information ou la voir passer. Donc là, ça va être assez. C'est ce moment-là qui est un petit peu délicat parce qu'il va falloir essayer de savoir si c'est grave ou pas. Pour définir la gravité, ça va être la mesure de la portée médiatique en fait, du bad buzz. On va essayer de trouver des indicateurs clés à surveiller sur la période pour éviter justement. Pour avoir en fait une vision de ce qui se passe et quelle est l'évolution en fait de la crise. Et bien entendu, ensuite préparer la réponse de façon précise. Alors, soit ne pas donner de réponse si vous prenez le parti de mon client, par exemple, sur les 2 crises qu'il a rencontrées, soit préparer des éléments factuels, des communiqués de presse, renforcer la présence sur les réseaux sociaux à ce moment-là pour essayer de rassurer les internautes et faire en sorte que la véracité des faits soit rétablie. Donc là, vous avez grosso modo le process qui a été mis en place là actuellement, par exemple sur la crise du coronavirus. Donc, la cellule de veille avec mon entreprise. Donc, à savoir la surveillance du web, de la presse papier, qui est également très importante, la télé, la radio et également le darknet. Pourquoi le darknet? Parce que potentiellement, on peut assister à des tentatives de déstabilisation, soit de concurrents, soit d'organismes qui veulent du mal en fait, aux sociétés dans ces moments un petit peu délicats. Comme on peut le voir actuellement, des attaques informatiques dans les hôpitaux pour déstabiliser l'entreprise, enfin l'institution. Ensuite, on va mettre en place un groupe de travail entre la direction générale, la direction de la communication et des consultants spécialisés externes si nécessaire, donc des communicants essentiellement qui vont pouvoir travailler soit avec leur réseau, essayer de justement faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'impact auprès de la presse, ou essayer de travailler des positionnements on va dire médiatiques pour éviter, essayer de préparer en fait la réponse aux attaques. Donc ensuite, on va émettre tous ces messages auprès du public concerné ou du public qu'on souhaite rassurer, donc soit le grand public, soit les directions générales, soit les assurés, entre guillemets. Et l'objectif, c'est vraiment de mesurer les impacts tout au long de la crise pour essayer de comprendre l'évolution et anticiper s'il y a une aggravation ou s'il y a une amélioration du process. Alors, si on devrait retenir une seule chose, c'est que la gestion de crise se prépare quand on n'est pas en crise. Ça peut paraître pareil, basique, mais grosso modo, à chaque fois qu'on a une crise, on se dit la prochaine fois, on fera mieux. Sauf qu'en général, on repousse un petit peu l'échéance et on ne se pose pas les bonnes questions.
là, l'objectif, c'est vraiment, si vous voulez éviter d'avoir des problèmes à l'avenir, c'est vraiment de se poser quand tout va bien ou quand on n'a pas d'attaque et essayer d'anticiper, parce que c'est vraiment l'objectif de la gestion de crise sur cette partie réputation. Alors, je ne sais pas si on continue ou on souhaite poursuivre ou est-ce qu'on prend tout de suite les questions, parce qu'après, j'ai un petit focus sur la partie veille. J'en aurai pour 5 minutes. Richard, qu'est-ce que tu en penses? On a dépassé. Ok, donc je vais m'arrêter là. On va rester sur cette partie-là. Et donc, je vais pouvoir répondre aux questions. Kevin, tu as 5 minutes, vas-y, pas de souci. Hein. Ok. Bah, je continue alors très rapidement sur la veille. Alors la veille qui va être en fait en amont de toute cette partie de gestion de crise avec quatre phases, quatre process qui sont à mettre en place. Sans trop rentrer dans les détails non plus parce que ça peut être assez long. On a 4 process à identifier en fait pour éviter les problèmes. Donc le premier, c'est la collecte. Utiliser des outils qui vont nous permettre en gros de savoir si on est cité ou pas de façon négative ou positive sur le net. On va organiser l'information, l'analyser et la diffuser auprès des publics intéressés. Donc ça peut être soit en interne, soit en externe en fait pour améliorer la communication. L'objectif, ça va être de structurer la démarche, établir ce qu'on appelle un périmètre de surveillance. Donc, c'est établir en fait une cartographie des sources d'informations qui vont mentionner l'entreprise en question. Donc là, par exemple, vous avez une cartographie de sources qui est en surveillance chez des clients type assurance, avec les réseaux sociaux qui vont être intéressants à surveiller, les plateformes plateformes d'avis consommateurs spécifiques au domaine, par exemple Opinion Assurance, qui est un média extrêmement surveillé par les assureurs, des sites de partage de vidéos, de documents, des sites de notation, que ce soit de marque employeur ou autre. Tous les portails, presse et portails spécialisés ou généralistes, on peut être cité également, les associations de consommateurs, les syndicats représentatifs de l'instance en surveillance, la télé, la presse, la radio, tous les médias en fait qui vont être importants à surveiller. Alors, ce qui est important en fait de retenir, c'est que en matière de réputation, il faut viser l'exhaustivité, puisque par définition, une crise de réputation, on ne sait pas forcément par où elle va commencer. Donc, le but du jeu, c'est de surveiller le plus de sources possible pour éviter d'avoir des problèmes et surtout de détecter le plus rapidement possible les soucis pour réagir rapidement si nécessaire. Alors pour ça, on va utiliser des outils qu'on va avoir qui vont être soit gratuits, soit payants. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des outils payants parce qu'il y en a pléthore et tout dépend. En fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte sur les budgets, la surveillance à mettre en place, la taille de l'entreprise, ce genre de choses. Moi, je peux essayer de vous donner des billes sur des outils gratuits. L'outil gratuit, le seul problème qu'on va identifier, c'est qu'on l'outil gratuit ne va pas nous permettre de couvrir tous les process de veille, à savoir la collecte, l'organisation, l'analyse et la diffusion de l'information. Il va falloir en combiner plusieurs pour avoir un dispositif qui soit à peu près satisfaisant en termes de gestion de l'information. Donc là, je vous ai mis un exemple, la sempiternelle Google Alert qui fonctionne très très bien quand elle est bien paramétrée, avec un système d'organisation de l'info via Gmail, par exemple, sur des dossiers d'information, un logiciel d'extraction de concepts, comme TechCrowd, qui est un logiciel en ligne où vous mettez du texte et qui va vous sortir les mots-clés qui en sortent le plus autour de ces textes que vous allez mettre à l'intérieur, et diffuser du contenu via Microsoft Teams, par exemple, qui est un peu à la mode en ce moment, qui va nous permettre en gros de savoir de diffuser les informations relatives à la veille en interne. Alors, là, les avantages, c'est que ça coûte quasiment pas 1 euro, c'est rapidement mis en place et il n'y a pas besoin de compétences spécifiques en matière de veille pour faire tourner tout ça. Les inconvénients, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une collecte qui est incomplète, une surveillance qui est limitée sur certains aspects, et le temps passé en fait à faire fonctionner tout ça, c'est un peu plus long que des outils de plateforme intégrée industriels qui vont nous permettre d'avoir une collecte vraiment complète. Alors, à quel moment je prends du gratuit et à quel moment je prends du payant? Tout simplement, quand vous avez ce croisement entre les deux courbes. Donc, savoir que les coûts induits par les logiciels gratuits, c'est le temps que vous allez passer dessus, le temps, les sources que vous allez devoir payer en fait, pour y avoir accès, par exemple, des sites de presse payants, parce que ça, mine de rien, du coup, on n'a pas accès à l'information qui est derrière, l'accès à l'information complète. La taille du dispositif qui va rentrer en jeu en fait également. Si vous êtes une personne à travailler tout seul pour surveiller, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de gros outils, de grosses plateformes pour surveiller votre réputation. Et à l'inverse, si vous avez 15 personnes qui doivent travailler dessus, effectivement, c'est peut-être plus intéressant de passer sur le payant.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est ce croisement de courbes qui va dépendre de pas mal de paramètres. Alors déjà, le prix du logiciel de départ, le coût de la formation également, le nombre de personnes qui travaillent dessus, les coûts cachés induits en fait, de fonctionnement qu'on ne voit pas. De la même manière que d'animer des réseaux sociaux, c'est gratuit effectivement parce que vous ne payez pas pour vous inscrire sur Facebook. Par contre, le temps passé à faire fonctionner, enfin à diffuser du contenu et autres, c'est du temps passé, donc c'est un coût pour l'entreprise. Donc là, je vous ai mis quatre outils. Alors, le premier, le plus connu, c'est la Google Alert. Vous en avez une autre qui est une alternative qui s'appelle Talkwalker Alert. C'est un éditeur de logiciel de veille luxembourgeois qui a l'avantage en fait, de surveiller également Twitter, ce qui n'est pas le cas de la Google Alert. Ensuite, vous avez des outils plutôt dédiés à la réputation ou à la veille globale, comme Alerty. Alors, Alerty, il y a une partie gratuite qui est assez intéressante. Et une partie payante relativement peu chère. De mémoire, je crois que c'est une trentaine d'euros par mois, ce qui n'est pas forcément très, très cher payé pour ce que fait l'outil en termes d'alerte, en tout cas. Vous avez également Feedly qui est gratuit. Pareil, après, si vous rentrez sur des choses un peu plus poussées, il va falloir payer pour avoir accès à certaines fonctionnalités. Et le tout ne vous empêche pas de faire une veille régulière sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où aujourd'hui on a des grandes crises qui peuvent émerger très rapidement. Et ces outils-là, malheureusement, ne permettent pas forcément de tout surveiller de façon très rapide. Alors, gardez en tête que, pour le coup, un outil, ça reste un outil. Ce qui est important, c'est vraiment de formaliser le projet avant l'implémentation de l'outil, qu'il soit gratuit ou payant. C'est la formalisation des process, le travail sur le groupe de travail qu'on mettra en place en termes de gestion de crise, comment la veille va alimenter tout ça. En gros, c'est la préparation qui est plus importante. L'outil vient en fait simplement se coller sur vos process internes que vous avez mis en place juste avant. Pour ma part, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vais du coup laisser Richard me passer les questions. Eh bien, écoute, Kevin, on a pas mal de questions qui se sont affichées, certaines d'ailleurs auxquelles tu as déjà répondu tout au fil de ta présentation. Je te pose la première. Est-ce que ce genre de dispositif est applicable en TPE et PME? Oui, c'est totalement applicable et c'est d'autant plus souhaitable parce qu'aujourd'hui, on a plein de TPE et de PME qui sont impactés des crises réputationnelles potentiellement graves. Alors, je pense notamment à des petites structures comme des hôtels, des restaurants qui ont une crise de réputation parce que dans un restaurant, on va avoir un service qui s'est mal passé un soir et vous allez avoir 10 clients qui vont déposer des avis sur Google très rapidement. Donc oui, effectivement, c'est des process à mettre en place en petite structure à tout niveau. Il n'y a pas forcément besoin de mettre en place des gros dispositifs. Ce qui est important, d'une part, c'est de pouvoir détecter les problématiques et d'y répondre si nécessaire. Ok, deuxième question. Quel peut être le coût d'un dispositif complet? Un dispositif complet, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, avec des outils gratuits et mettre en place quelques process de gestion de crise en amont, ça peut juste mobiliser un peu de temps en entreprise, pas forcément dépenser des milliers des cents en logiciels. Les dispositifs, par contre, si on passe sur des choses un peu plus complexes, avec des entreprises qui ont une forte visibilité, où il faut traiter beaucoup de volume d'infos, surveiller le tout. Donc on peut avoir des logiciels qui vont commencer à partir de 50 € par mois jusqu'à 3 000 à 4 000 € par mois pour certaines entreprises où on va avoir beaucoup de volume à traiter, sans compter le temps passé dessus, le personnel mobilisé. Là, on est sur des dispositifs qui peuvent représenter plusieurs centaines de milliers d'euros par an pour surveiller en fait, et protéger la réputation d'une entreprise et de ses dirigeants sur le net. Sur l'aspect du temps passé, une troisième question. Est-ce que vous lisez toutes les mentions de vos clients 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24? Alors oui, mes clients font appel à mes services parce que justement, il n'y a pas de traitement automatique. C'est-à-dire que chaque mention est lue par une personne. Alors pourquoi ce choix-là? Parce que les logiciels de veille, ils ont beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle, notamment la tonalisation des mentions, à savoir est-ce que c'est positif, négatif ou neutre. Et en fait, le problème, c'est que c'est très facile de tromper un logiciel de veille aujourd'hui. Enfin, encore, ça va s'améliorer au bout d'un moment. Et si par exemple, je suis à la gare et que j'attends mon train et qu'il est en retard, je vais sur Twitter, je dis super, merci la SNCF, encore 3 heures de retard aujourd'hui. Vous comprenez que je suis ironique et que je suis énervé.
le logiciel voit super et merci, et donc du coup, il va classer ça en positif, ce qui n'est pas le cas. Donc là, il n'y a qu'une personne humaine qui peut voir tout ça et détecter en fait l'ironie, et donc, qui pour le coup va pouvoir alerter le client si nécessaire. Donc effectivement, je ne suis pas toute la journée à H24 sur le logiciel. J'ai des systèmes d'alerte en fait qui vont me prévenir si par exemple il y a un volume anormal. Donc moi par exemple, je considère que chez mon client, enfin mon gros client, si on a plus de 40 mentions par heure, il faut m'alerter parce qu'il y a quelque chose qui peut se tramer. Donc là, en l'occurrence, soit du positif, il y a un good buzz parce que, je sais pas, ils ont fait une opération qui plaît aux internautes et c'est super. Soit c'est négatif, et à ce moment-là, je reçois en fait des mails, et pour le coup, les mails, si je les lis toutes les heures, c'est bien. Ce qui n'est pas le cas, je les lis bien plus souvent. Du coup, je suis alerté plus rapidement et ça me permet de regarder ce qui se passe après derrière. Avec l'expansion d'Internet sur ces 20 dernières années, pouvons-nous dire que l'effet a été positif ou négatif? Je pense essentiellement, de prendre un exemple, celui des avis de Google ou du site TripAdvisor avec son système de notation. Alors, c'est une réponse c'est une question qui amène une réponse un peu complexe. Alors, pour faire simple, moi je pense que ça a apporté beaucoup de bien sur la transparence vis-à-vis des produits et autres. Alors, il y a plein de biais négatifs, notamment sur les problématiques des faux avis, le fait qu'on a ce qu'on appelle du shaming, on va ouvertement détruire la réputation d'une entreprise pour X ou Y raison, justifiée ou pas, comme je le disais tout à l'heure. Mais on a du négatif. Ça permet également, ce qu'il faut également garder en tête, c'est qu'on a aussi un canal de communication privilégié auprès de ses clients qui ne sont pas contents. Si vous avez quelqu'un qui se plaint de vous sur Facebook ou sur Twitter, vous avez un canal pour aller discuter avec lui et essayer de comprendre ce qui ne va pas. Après, s'il ne répond pas ou si c'est juste une question de posture et qu'il veut juste émettre un avis négatif, tant pis, mais au moins vous aurez l'occasion de vous défendre, ce qui n'était pas le cas en fait auparavant. Globalement, les crises de réputation sur Internet, on sait ça rend, en fait, la gestion des réseaux sociaux rend difficile la gestion, mais en même temps, ça permet également d'avoir un contact direct avec les internautes ou les clients mécontents. Ça permet d'engager le dialogue et de potentiellement de trouver des solutions en ligne. Donc là, typiquement, sur les entreprises pour lesquelles je travaille, il y a tout un tas de process en fait, de gestion de la relation client via les réseaux sociaux, avec des community managers qui vont répondre en direct à ces avis de clients mécontents et qui vont pouvoir donner des réponses en ligne et en fait montrer aux internautes que l'entreprise est proactive dans la gestion des avis négatifs. Donc oui, il y a du positif, oui, il y a du négatif, mais il faut arriver aussi à tirer du positif dans l'aspect négatif de ces choses-là. Travaillez-vous en freelance? Alors, oui, tout à fait. Ikea et Monoprix ont été sous le feu des projecteurs de Twitter il y a quelques mois suite à des comportements peu bienveillants de directeurs de magasins. Le bad buzz est monté très vite, mais est redescendu en quelques jours. Est-ce lié au défilement continu de Twitter et sa diversité d'informations? Alors, ça peut être ça. Il y a plusieurs explications en fait à ça. Tout à l'heure, je vous ai donné une citation de Jeff Bezos. En fait, il nous parle de l'aspect de viralité sur Internet. Et une notion aussi qui est importante à garder en tête, c'est que les internautes vont plus facilement véhiculer du négatif que du positif. Et en fait, quand on a du négatif, vous pouvez regarder dans vos fils d'actualité sur Facebook, sur Twitter ou autre, et vous verrez que vous voyez plus facilement du contenu négatif que du contenu positif. Ça, c'est un aspect assez humain, je trouve. Et en fait, on passe d'un bad buzz à un autre bad buzz. Et en fait, en général, les gens qui véhiculent ces informations négatives, ils vont ne pas s'acharner. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure sur ma courbe, là, sur la deuxième crise vécue par un de mes clients là, sur l'agence de presse, où en fait, on va avoir une mention par canal, enfin par source. Et en fait, donc on a peu d'engagement, en fait. C'est-à-dire que les gens vont passer à un autre sujet parce qu'ils vont plus s'intéresser, en fait, soit à la réponse de l'entreprise en question qui aurait émis un communiqué officiel en essayant d'expliquer pourquoi, ce qui s'est passé et pourquoi. En fait, cet aspect-là est assez, on le retrouve assez régulièrement. Donc, c'est cette espèce de courbe qui part très fort et qui redescend aussi vite avec la longue traîne que je vous décrivais tout à l'heure. Travaillez-vous sur l'e-réputation des personnes? Alors oui, potentiellement, pas du particulier. J'ai eu beaucoup de demandes à ce niveau-là. Pourquoi je le fais pas? Parce que en général, c'est pas les mêmes problématiques et c'est pas le même. On n'a pas en fait
les mêmes implications pour une entreprise. Un particulier va avoir une problématique, je sais pas, de rumeur à un instant T. Ça va être des gens qui vont être visibles, en fait, souvent, qui vont avoir une sorte de visibilité médiatique, alors soit parce qu'ils sont connus, soit parce que, je sais pas, des chefs d'entreprise reconnus, des journalistes influents ou autres. Je ne fais pas le particulier pour la simple et bonne raison que les impacts ne sont pas du tout les mêmes en termes de visibilité et les outils ne sont pas les mêmes non plus. En fait, on va faire ce qu'on appelle beaucoup de nettoyage de réputation pour le particulier. Et ça, ce n'est pas du tout mon métier, c'est un métier de référencement, de référenceur Google. Donc là, c'est tout un autre pan en fait, de l'e-réputation en lien avec les moteurs de recherche. On va essayer de travailler du contenu pour faire basculer en fait, les résultats négatifs, par exemple, sur une personne, pour les basculer sur la deuxième, troisième, quatrième page de Google pour faire en sorte que la réputation soit plus propre. Et non, pour le coup, je ne fais pas de particulier, si c'était la question. Comment imaginez-vous que va évoluer ce concept d'e-réputation à l'avenir? Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que potentiellement, ça va devenir c'est déjà en fait un actif immatériel des entreprises, je pense. La réputation de l'entreprise est d'autant plus le fait qu'on va avoir des transitions numériques en fait, qui vont se faire sur beaucoup d'entreprises qui sont dans le monde réel et qui vont avoir un bout d'activité ou la totalité de leurs activités sur le net. En fait, ça dépend de votre secteur d'activité. Le secteur d'activité, si vous vendez tout sur Internet, c'est extrêmement important d'avoir une réputation propre sur Internet. Alors, quand je dis propre, ça ne veut pas dire tout positif, parce que ça peut également en fait, éveiller les soupçons chez les internautes. Moi, personnellement, quand je vois que du positif, je me dis qu'il y a anguille sous roche. Donc, c'est mieux d'avoir un code négatif et de montrer en fait, que c'est traité. Mais globalement, je pense que ça va vraiment devenir un actif immatériel, que ça va être grosso modo dans le process global, tous les process de l'entreprise. En fait, la réputation doit être prise à tous les moments de l'entreprise, que ce soit au moment de la conception du produit, de la commercialisation, de la communication qu'il va y avoir autour, de la gestion de retour, de crise qu'il peut y avoir derrière aussi. C'est vraiment quelque chose qui va s'immiscer en fait, dans l'ADN en fait, des entreprises et je pense que ça va aller dans ce sens-là. Après, un autre aspect qu'on pourrait discuter, c'est également l'accessibilité des informations via les plateformes. Par contre, je pense que des entreprises comme Facebook qui sont sous le feu des projecteurs justement sur le traitement de la donnée vont un peu se refermer. En fait, ça commence à devenir le cas où nous, éditeurs de logiciels, entreprises de surveillance de réputation, on a de moins en moins de contenu via ces plateformes-là parce qu'elles ferment le robinet, elles font en sorte que les informations restent cantonnées en fait, à des groupes de personnes que les gens connaissent et qui ne soient pas publics et, pour éviter tous les scandales qu'on a pu avoir sur la gestion de l'information. Quelles études avez-vous réalisées avant d'effectuer votre activité actuelle? Alors, j'ai fait un master entrepreneuriat et conseil aux PME à l'IE de Grenoble, il y a quelques années, une dizaine pour être exact. Comment considérer qu'un bad buzz est derrière soi alors que sur le net, tout reste? Alors ça, c'est une question intéressante. En fait, ça dépend. Alors, je pense qu'il y a il y a un lien en fait à faire avec la véracité des faits. C'est toujours pareil. Si les faits sont avérés et que l'entreprise y répond proprement et qu'elle trouve des solutions, l'internaute va voir qu'il y a du contenu négatif et il va également voir que l'entreprise a travaillé pour résoudre ce problème. Et ça permet également d'avoir une mémoire et de montrer que l'entreprise, effectivement, s'est améliorée dans le temps. Alors après, il y a des contenus qui peuvent être ouvertement, comment dire, du faux contenu, où là, c'est un peu plus complexe parce que ça n'a pas lieu de rester. Et à ce moment-là, il y a toujours possibilité de demander en fait, de la suppression de contenu. Alors, sur certaines plateformes, ce n'est pas toujours le cas. Mais il y a possibilité de faire des actions en fait, pour supprimer ce qui est vraiment problématique pour l'entreprise, qui pourrait perdurer dans le temps. Une dernière question, vu l'heure. Quelle est votre opinion sur le magazine Cash Investigation d'Élise Lucet entre utilité journalistique ou sensationnalisme à charge? Alors, c'est très intéressant. Je n'ai pas encore eu le cas à gérer avec mon client, en l'occurrence, enfin mon gros client. Ça pourrait l'être, mais on ne sait jamais. Alors, la question du sensationnalisme, pardon, on l'a déjà eu, j'ai déjà eu affaire à ça sur des médias alors, à plus faible audience. C'est important je pense que c'est important qu'il y ait des révélations sur des points
négatifs qu'il peut y avoir dans certaines entreprises. Si c'est avéré, ce qui compte, c'est que l'entreprise arrive à se défendre et surtout à s'améliorer. L'autre aspect, c'est qu'en général, quand vous avez ces aspects-là qui sont repris sur les réseaux sociaux ou autres, les aspects négatifs, c'est que l'entreprise n'a pas donné une réponse satisfaisante à l'opinion publique. Si l'entreprise elle donne des réponses satisfaisantes, ou du moins qu'elle explique les faits proprement, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de sensationnalisme également. Donc ça, c'est ma propre opinion, je n'ai pas obligé de la partager, mais globalement, je pense qu'il faut que les entreprises aussi elles fassent un travail à ce niveau-là et qu'elles arrivent à engager les discussions avec ce genre de médias pour essayer justement de désamorcer les bombes et montrer qu'elle est aussi à l'écoute de ce qu'on pourrait dire sur les aspects négatifs du traitement de ses clients ou de ses salariés. Ok, merci Kevin. Il y a une remarque que tu avais dit que tu parlais d'un deuxième exemple. Tu n'as pas forcément eu le temps de le présenter, donc ça pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine webconférence. Avec plaisir. Je vais prendre à la fois la parole et la vidéo. J'espère que vous me voyez tous. Donc, merci Kevin de nous avoir permis de mieux comprendre les mécanismes de l'e-réputation. Ce premier séminaire, comme je viens de vous le dire, touche à sa fin. Nous espérons en tout cas que ce format et ce moment d'échange vous ont intéressé. Vous avez été plus de 60 à vous connecter. Je vous rappelle les thématiques que Claude a citées et qui seront abordées lors des prochains petits-déj du club. La semaine prochaine, jeudi 16 avril à 11 h, nous recevrons Marc Ménardi qui va nous parler de la percée technologique en Chine. La semaine suivante, le 23 avril, Eric Ojog interviendra sur la marque employeur. Et enfin, le 30 avril, Tristan Marin nous parlera de l'écoute client au service de la performance des entreprises. Comme Claude l'a dit, il y a d'autres rencontres qui sont en cours d'élaboration. Nous reviendrons bien entendu vers vous pour vous les communiquer. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez suivre les activités du club sur le site Internet ainsi que sur nos pages LinkedIn et Facebook. Encore un grand merci à vous tous pour votre présence, pour cette fidélité au club Entreprise de Grenoble. Et dans l'attente de vous retrouver jeudi prochain, prenez soin de vous. Merci. Au revoir.